Salut, moi c'est Giaco. Et vous en avez pas marre de voir un micro dans toutes vos vidéos? Avec l'essor et la professionnalisation des diffusions en direct depuis le début de la décennie, il est devenu difficilement tolérable d'offrir un son de mauvaise qualité à son audience. Le micro de webcam ou le vieux casque Triton, ça ne passe plus. Nombreux streamers se sont donc équipés de divers micros USB et XLR pour répondre à ce besoin. Le souci, c'est qu'avec la généralisation de cette discipline, les cahiers des charges varient énormément d'un créateur à l'autre. Et les marques ont bien pris leur temps à fournir de l'équipement adapté à ces nouveaux besoins. Bien pris leur temps. Parmi ceux-ci, celui de faire disparaître le micro du champ, parce que c'était bien marrant, le Blue Yeti, le Bird du M1 ou le Rode Vent USB, mais ça prend de la place sur le bureau, et quand c'est éloigné, ça capte tout et n'importe quoi. L'industrie est encore à la traîne pour répondre à ce besoin et peu d'options existent. Rode sont quasiment les seuls candidats avec 2 de leurs micros canons courts équipés d'USB-C et reconnus par leur appli de traitement et de mixage Rode Connect. Pour pallier à ce manque de qualité, il est judicieux d'aller chercher dans l'équipement audio professionnel, où les micros canons XLR existent depuis des lustres. Ceux-ci sont utilisés lors de tournages vidéo ou ciné, pour assurer une prise isolée du sujet à l'image tout en gardant le micro à distance, hors du champ. Avec l'apport d'une interface audio ou d'un mélangeur, les micro-canons peuvent-ils servir pour la diffusion en direct? Ceux-ci sont-ils des outils intéressants pour effacer le micro du cadre dans une configuration de streaming? Eh bien, j'aurai le plaisir de répondre à ces questions, et plus encore dans cette vidéo grâce à la marque Synco, qui m'a contacté en janvier pour voir un de leurs produits présentés sur ma chaîne. Curieux de tester leur micro D2 depuis quelques temps, un micro-canon à moins de 300€ inspiré du légendaire Sennheiser MKH416, je leur ai proposé de m'envoyer celui-ci sous couvert d'une complète liberté éditoriale, ce qu'ils ont accepté. La marque n'a donc pas interféré dans la production de cette vidéo, garantissant une authenticité et une impartialité du propos. Pour finir, aucune copie de revue n'a été envoyée à la marque avant publication. Ceux-ci voient donc cette vidéo pour la première fois, en même temps que vous. Et parce que cette vidéo est autant une étude de cas qu'une présentation, je vous propose de commencer avec le traditionnel déballage. Un déballage qui se fera tout en finesse pour accompagner la sobriété de cette boîte, dont l'élégant jeu de finition sur la photo produit à l'avant est accompagné d'icônes revendiquant les points clés du D2 sur son flanc droit et d'informations techniques dans son dos. Un emballage dont le ramage se rapporte au plumage car en son intérieur vous attend une housse rigide. Celle-ci contient le micro, son manuel en anglais ainsi qu'une série d'accessoires. Une bonnette en mousse, une pince, ainsi que son adaptateur de filetage 3/8 vers 5/8 de pouce, et un câble XLR de 50 cm équipé de copies de fiches XLR Neutrik NC3XX. Ce petit kit de démarrage est bienvenu, mais d'une qualité discutable. La pince micro est étroite et rend l'insertion du micro fastidieuse, en plus d'avoir un pas de vis entièrement en plastique. La bonnette est un aimant à poil et à poussière avec sa finition velours, et le câble XLR est d'une épaisseur qui me fait douter de l'efficacité de son blindage, et c'est sans mentionner sa longueur. Synco ont sauvé l'honneur avec la qualité de fabrication du micro. Avec son corps intégralement en laiton, une finition noire martelée et aucune pièce mobile, celui-ci donne une impression de robustesse surprenante pour son prix et un poids de 165 grammes plutôt dense pour sa taille. Que ce soit par sa construction, son apparence ou l'absence d'interrupteur, il est clair que le D2 veut ressembler le plus possible au Sennheiser MKH416. Sur le papier, les similarités se dispersent vite, malgré une réponse en fréquence ressemblante, laissant entendre une tonalité proche et un niveau maximal admissible de 130 dB SPL identique. Car là où le MKH416 est supercardioïde, le D2 est hypercardioïde. Car là où le MKH416 utilise une capsule polarisée grâce à un oscillateur haute fréquence, le D2 utilise une capsule à électret suivie d'un circuit de préamplification un peu plus classique. Pouvait-on attendre une copie carbone du MKH416 pour un quart du prix? Bien sûr que non. Mais soyez simplement conscient que même si ces deux micros ont la même apparence, ils ne jouent pas dans la même cour. À retenir comme vérité générale d'ailleurs. Bon, après cet aparté sur la proposition de Synco dans le secteur des micro-canons, je vous propose un petit tour des considérations à avoir à l'utilisation d'un micro comme le D2. En effet, comme vous aurez pu le deviner avec leur forme inhabituelle, les micro-canons ne s'utilisent pas comme un micro statique conventionnel. Premièrement, la forme oblongue des micro-canons est liée à l'utilisation d'un tube à interférence, reconnaissable par les nombreuses stries, le long du corps du micro jusqu'à son extrémité. Ce tube à interférence est un moyen physique d'atténuer les bruits hors axe, rendant ainsi le micro plus directif. Lorsqu'un son se retrouve hors du champ de captation du micro, celui-ci sera donc atténué et détimbré bien plus vite qu'avec un micro conventionnel. La première considération, vous l'aurez deviné, sera donc d'assurer que la source sonore soit la plus centrée possible dans le champ de captation du micro, et que les sons indésirables se retrouvent hors de celui-ci un maximum. Cette remarque vaut pour la majorité des types de micros, mais est d'autant plus importante sur les micro-canons de par la différence de phase, de temps, entre les signaux arrivant à la perpendiculaire et ceux parallèles au tube à interférence. Dans le cas où la source sonore, votre bouche, se situe à la frontière du champ de captation du micro,
Le son entrant à la perpendiculaire de celui-ci entrerait en conflit avec celui arrivant à sa parallèle, à travers les stries du tube à interférence. La légère différence de temps entre ces deux signaux causerait un phénomène d'annulation de phase, qui aurait comme conséquence de changer significativement le son de votre voix. Preuve à l'appui. Et alors, une chose dans ce lobe de directivité que je voudrais que vous remarquiez, c'est le fait que la tonalité change quand on se retrouve vraiment juste hors de ce champ de captation. D'où l'importance de vraiment ne pas dévier du lobe de captation quand on prend la parole, parce que ça peut vraiment créer des effets de variation de phase, de changement de tonalité qui sont vraiment pas agréables à entendre. Donc restez dans le centre du micro s'il vous plaît quand vous lui parlez, j'ai l'air d'un dingue, mais c'est important. Malgré la spécificité évoquée précédemment, les micro-canons ne sont pas des lasers pour autant. Faites donc attention à ce que vous mettez dans le champ de captation de celui-ci. Ce qui m'amène tout naturellement à la seconde considération, celle du positionnement du micro par rapport au locuteur. Je pense et j'espère que c'est évident pour vous, un micro-canon s'oriente pointé vers la source sonore. Mais il existe une multitude d'orientations pour atteindre celle-ci. De pleine face, à 45 ou 60 degrés vers le haut ou vers le bas, et une infinité de valeurs intermédiaires. Et c'est sans parler de la distance entre la source et le micro. Or l'apparition dans le champ de la caméra est votre confort, que celui-ci ne soit pas dans le passage, ces variables auront comme conséquence de changer significativement la tonalité de votre son, le niveau de réverbération et la quantité de bruit environnant capturé. Vous en aurez la preuve tout à l'heure lors des démonstrations. Enfin, la dernière considération, qui n'est pas des moindres, est celle de l'accessoirisation de votre micro-canon. Parce que désolé de casser le mythe, mais la bonnette n'est pas faite pour rester soudée à celui-ci. Celle-ci ayant comme effet secondaire de changer la tonalité de vos prises de son, les rendant plus étouffées. Et il serait sage de vous en servir le moins possible. Concernant l'isolation et la suspension d'un micro-canon, si celui-ci est tenu sur un pied de micro séparé de votre bureau, une suspension ne sera pas un passage obligé. Cependant, si votre micro-canon est posé sur votre bureau ou tenu par un vrai micro, celui-ci sera de circonstance pour éviter la récupération des vibrations causées par vos PC, claviers et souris. L'application d'un filtre coupe bas est un moyen supplémentaire et efficace d'atténuer ces vibrations, et sera effectuée en aval sur le D2, celui-ci n'en intégrant malheureusement pas. Bon, maintenant que vous en savez un peu plus sur l'utilisation d'un micro-canon en conditions de captation en installation studio, il est temps de mettre votre savoir en application. Vous allez maintenant suivre une batterie de tests dont voici la composition. Premièrement, vous aurez le droit au traditionnel test normalisé, avec mes classiques phrases de test, un petit peu rectifiées pour le type de micro qui impose certaines contraintes supplémentaires, notamment un test de directivité spécifique. Suivi d'une comparaison des différentes positions possibles, pour comparer la tonalité, l'équilibre son direct son réfléchi et le niveau de bruit indésirable récupéré dans chacune de ces positions. Suivi d'un comparatif entre trois micro canon, micro dynamique et micro statique large membrane, à position et réglage identiques, pour voir comment ces types de microphones conventionnels réagissent comparé à un micro canon plus adapté à une prise de son à distance. Et enfin, de retour sur le Syncomic D2 uniquement, vous aurez le droit à une démonstration dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec la position la mieux sonnante, la plus adaptée, et du traitement d'appliqué. Maintenant que vous avez le casque sur les oreilles et le programme des festivités, on peut y aller. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction au détail fin et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro, ce micro. Ces disparités dans le comportement du micro peuvent mener à des défauts tels que les plosives, soit un plaquage de la membrane du micro qui est insuffisamment isolé de l'air généré par la prononciation de syllabes du même nom, comme les P, B et K. Un défaut accentué par une mise en avant du grave et du bas médium. Alors on a une bonnette, hein. P, B et K. Mais bon. Tout microphone présente également le défaut de l'effet de proximité, qui est une accentuation du grave, plus la source sonore est proche de la membrane de celui-ci. Un problème physique difficile à compenser sur les microphones directionnels, mais cependant accentué par une mise en avant du bas du spectre évoquée précédemment. À l'opposé du spectre, une accentuation des aigus et au médium peut rendre les syllabes sifflantes comme les C, T et S tranchantes et désagréables. Par la suite, un test de frappe au clavier permet de tester leur résistance au bruit axe du microphone. La lecture d'une phrase, à niveau et distance constante en se déplaçant autour du microphone, permet de tester le détimbrage et l'atténuation des sons hors axe. Et alors, je vais passer un petit peu plus de temps que d'habitude sur ce sujet-là, car comme vous pourrez le constater, on est sur un microphone qui est extrêmement directionnel. Donc voilà ce que ça donne à 0 degré, pleine face par rapport au micro.
Voilà ce que ça donne à 45 degrés, c'est-à-dire vraiment à la diagonale du microphone. Voilà ce que ça donne à 90 degrés, pile sur le côté du micro. Voilà ce que ça donne à 135 degrés. Et voilà ce que ça donne à 180 degrés à l'arrière. Ensuite, un passage de silence permet de tester le niveau de bruit du dispositif et sa sensibilité au bruit ambiant. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Donc voilà ce que ça donne en termes de tonalité. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro, ce micro. Les choses importantes que j'avais notées, c'est donc le fait qu'on a la tonalité qui est la plus naturelle évidemment, mais de par le fait qu'il n'y a pas vraiment le corps qui fait obstacle, vous le comprendrez plus tard, on a une belle quantité de réverbération qui est récupérée dans le signal. C'est-à-dire qu'on entend vraiment que je suis dans une pièce qui est acoustiquement imparfaite. La deuxième chose, c'est le fait que, bien évidemment, ça va changer en fonction de la position, mais là, on n'a pas vraiment le clavier qui est complètement en opposition avec le champ de captation. Il est pile à 90 degrés par rapport au microphone, et donc en termes de niveau de frappe au clavier, vous pourrez constater que ça s'entend bien, quoi. Voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne quand on prend la parole avec clavier et souris en même temps. Sachant que j'ai pas un clavier clicky non plus, c'est un clavier tactile. C'est des MX Brown et ça commence déjà à faire pas mal de potins. Voilà ce que ça donne à 30 cm pleine face. Voilà ce que ça donne en termes de tonalité. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro, ce micro. J'avais noté personnellement le fait que je trouvais la tonalité dans cette position-là plus chaleureuse et proche. Probablement dû au fait que dans cette position-là, par rapport à quand on est pleine face, on redescend et donc on récupère non seulement la voix de la bouche, mais aussi le son de gorge, qui a tendance à être beaucoup plus chargé en présence de la voix. Également, de par le fait qu'on se redescend et qu'on se rapproche un petit peu plus du corps, on a moins de réverbération. Ensuite, au niveau du bruit du clavier, alors à noter que je l'ai redescendu un petit peu pour que la distance entre le micro et le clavier soit identique par rapport à quand on était tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne en frappe au clavier. On se retrouve fondamentalement un peu plus hors du champ de captation du micro. On va plus être à 90 degrés, mais à 135 degrés par rapport à la normale. Du coup, on rajoute 45 degrés, et oui, c'est les maths. Donc, on a fondamentalement un son direct du micro qui est plus réduit que tout à l'heure. Après, en termes de tonalité, ça s'entend pas, enfin en termes de niveau, c'est pas forcément ce qu'on remarque le plus. A l'inverse, j'attire votre attention sur le timbre, la tonalité. C'est beaucoup moins chargé en bas, en grave qu'auparavant, et à l'inverse, on récupère, on a quelque chose qui est beaucoup plus fin en fait, qui sonne beaucoup plus distant. Donc voilà ce que ça donne avec le clavier seulement, et voilà ce que ça donne avec le clavier et la souris. Donc voilà ce que ça donne premièrement en termes de tonalité. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro, ce micro. Voilà ce que j'avais noté en contraste par rapport aux autres positions lors de mes tests. Le fait que dans cette position-là, on a la tonalité la plus chargée au médium et en aigu. Ça sonne beaucoup plus chimique, beaucoup plus fin, beaucoup plus tapant à l'oreille, et donc je trouve que c'est la moins agréable. Cependant, de par le fait qu'on a vraiment l'effet d'obstacle du corps, on se retrouve avec beaucoup moins de réverbération que les positions précédentes. Et en termes de clavier, voilà ce que ça donne en termes de niveau de clavier. Et donc ce que j'avais noté, c'est le fait qu'on a un clavier qui a un niveau réduit, qui est le plus réduit de tous les tests qu'on a fait, évidemment, étant donné qu'on se retrouve complètement hors du lobe de captation avant.
Mais le fait est qu'on se retrouve par incidence dans le lobe de captation arrière. Les microphones hyper et super cardioïdes ayant un petit lobe arrière. Et donc ce que ça fait, c'est qu'on a un niveau sonore qui est inférieur, cependant on a quelque chose qui est plus présent dans le spectre que quand on était à 45 degrés. Et voilà ce que ça donne avec le clavier et la souris en même temps. Voilà ce que ça donne en termes de tonalité. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro, ce micro. Bon, premièrement, je pense que vous pourrez le constater, on a une réverbération qui est bien plus présente que dans la prise quand on était de face. En termes de ratio son direct, son réfléchi, on a l'impression que je suis bien plus éloigné du micro. Et pourtant, je vous l'assure, je suis toujours à mes 30 cm réglementaires. C'est juste la position qui fait ça. Alors, on pourrait imaginer que le corps fait obstacle, mais les hommes mentent pas les chiffres. Et les chiffres, ils sont formels. Les oreilles aussi, d'ailleurs. Donc voilà. En termes du niveau du clavier, voilà ce que ça donne. Évidemment, on est dans une position un petit peu bizarre, parce que de par le fait qu'on est vers le haut, on est bien plus éloigné du clavier qu'on l'était précédemment avec les autres positions. Cependant, on se retrouve un peu dans le champ de captation du microphone. Donc, on a cet entre-deux où, en termes de niveau, le micro n'est pas le plus fort dans cette position. À l'inverse, on a le son du micro qui est bien plus audible en spectre parce qu'on commence à rentrer dans la zone. Dans le champ de captation du micro, on sort de la zone de détimbrage. Et voilà ce que ça donne avec clavier et souris. Voilà. Voilà ce que ça donne en termes de tonalité. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro, ce micro. Et moi ce que j'avais noté, c'est premièrement le fait qu'on a encore moins de corps, de bas, que la prise à 45 degrés, qui déjà était bien plus fine en termes de présence de la voix, j'entends, de grave, de présence de la voix, que la prise de face, et que les prises vers le bas. La réverbération, quant à elle, est présente, mais on a beaucoup moins l'impression que je suis à perpète du micro. Probablement de par le fait qu'on a mon corps qui, pour le coup, fait obstacle. Donc on a beaucoup moins les sons réfléchis qui reviennent dans le micro. En termes de niveau du clavier, eh ben, je vous propose de voir ce que ça donne. En niveau, j'avais constaté qu'on était proche du niveau sonore du clavier lorsqu'on était sur la prise de face. En revanche, on a un son du clavier, de par le fait qu'on se retrouve vraiment là dans le champ de captation. On est, je pense, à la frontière entre la zone de détimbrage et la zone, le champ de captation. On a une tonalité qui est beaucoup plus définie. On a le cliquetis aigu. On a la résonance un peu plus grave. Là, si vous voulez faire de l'ASMR clavier, en même temps que vous parlez, on n'en est pas trop loin, quoi. Est-ce que t'aimes quand je tape au clavier, là? Tu aimes mon clavier Logitech? Donc c'est vraiment pas la meilleure option si vous voulez faire du heavy gaming et que vous voulez pas avoir le clavier et la souris d'audible. C'est ça qu'il faut retenir. Pleine face au-dessus des écrans, une position que j'ai déjà vue envisagée fantasmée par pas mal de collègues créateurs de contenu. Et voilà ce que ça donne en termes de tonalité. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro, ce micro. Qu'en dites-vous ? Moi personnellement, ce que j'en dis, c'est que c'est la position qui sonne la plus désagréable de toutes celles que j'ai essayées jusqu'ici. Premièrement, de par le fait qu'on est plus distant du micro, là je le répète, on est à entre 45 et 50 cm du microphone, mais aussi le fait qu'on récupère beaucoup plus de réverbération. Premièrement, de par le simple fait qu'on est distant, de par le simple fait que le corps fait pas forcément obstacle, mais surtout le fait que on est très très proche des écrans et du mur. Et alors les écrans, c'est un critère tout particulier de par le fait que ce sont des objets qui renvoient le son complètement. C'est des objets 100% réfléchissants, soniquement parlant, un petit peu comme des fenêtres.
Donc on récupère beaucoup de réverbération et la tonalité déformée qui repart, qui rebondit sur les écrans. Donc en termes de tonalité, c'est vraiment pas ça. C'est très fin, c'est très sifflant, c'est plein de réverbération. C'est pas beau, c'est très fin. Et en termes de niveau de bruit du clavier, bah c'est open bar, hein. Franchement, à ce niveau-là, autant coller le micro, le pointer vers son clavier et jouer dans les sanitaires, quoi. C'est... c'est non. C'est non. Et alors attendez de voir ce que ça donne avec des micros alternatifs, hein. Donc pour vous remettre dans l'oreille ce que ça donne en termes de tonalité, la meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro. Voilà ce que ça donne en termes de frappe au clavier. Voilà ce que ça donne en termes de frappe au clavier quand on prend la parole. Voilà ce que ça donne en termes de frappe au clavier et de souris quand on prend la parole. Allons voir ce que ça donne avec les autres. De retour avec cette fois-ci, comme vous pourrez le constater, le SE Electronics SE2200 dans la même position que son camarade le Synco D2, donc soit à 45-50 cm de ma bouche, pleine face, sur le haut de mes écrans. Voilà ce que ça donne en termes de tonalité. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro. Alors on parlait tout à l'heure du fait de jouer dans ces sanitaires, je pense que là on est au summum de la forme. Alors on a deux micros avec des tonalités différentes bien entendu, mais également des directivités différentes, celui-ci étant cardio. Après des micros statiques large membrane, super et hyper cardio, faut creuser pour en trouver, c'est généralement des outils bien plus coûteux. Voilà ce que ça donne en termes de niveau de clavier. Donc là je réitère d'autant plus de par le fait qu'on est sur une directivité un peu plus large. Autant cadrer directement le micro sur son clavier. Voilà ce que ça donne avec le clavier et la souris quand on prend la parole pendant qu'on écrit et qu'on clique. Voilà. Micro dynamique, cette fois-ci, le Bluesona, parce que si j'avais pris un SM7B, j'aurais été obligé de mettre au moins 3 fatheads à la suite pour atteindre un niveau sonore décent dans ce positionnement-là. Voilà ce que ça donne en termes de sonorité. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro. Alors, le Sona est un microphone qui est super cardioïde et qui aurait donc tendance à plus isoler le centre et donc la voix de l'arrière-plan. Mais comme vous pourrez le constater, on a une forte quantité de réverbération et surtout, c'est avec ce micro-là que j'ai l'impression de constater le plus de reprises, de déformation, de réverbération dégueulasse des écrans. Il y a un côté très, très chimique, très fermé, très boîte de conserve dans la prise de son que propose le Sona, un micro dynamique de façon générale, avec ce positionnement-là. Est-ce que ça surprend quelqu'un pas particulièrement? C'est comme si ces micros-là n'avaient pas été faits pour prendre à cette distance. Et voilà ce que ça donne en termes de frappe au clavier. Et voilà ce que ça donne en termes de frappe au clavier quand on parle en même temps qu'on écrit. Voilà ce que ça donne quand on parle en même temps qu'on écrit. Et voilà ce que ça donne quand on parle et qu'on clique en même temps qu'on écrit. C'est moins catastrophique que le SE2200, mais clairement, des trois, je pense que le bilan, c'est si vous voulez vous mettre à cette distance-là, prenez un micro-canon par pitié. Ou le faites pas, juste le faites pas. Ça sera bien pour tout le monde. Et nous voilà dans le dernier test que vous allez entendre aujourd'hui après cette longue batterie, qui est le test en conditions optimales, c'est-à-dire avec du traitement d'appliqué, notamment un expander qui a été correctement réglé, et potentiellement une petite réduction de bruit. J'afficherai évidemment la chaîne de traitement qui est appliquée sur ce que vous entendez à l'heure actuelle.
En termes de positionnement, je suis donc avec le micro à 45 degrés, qui on l'a vu tout à l'heure était la position la plus adaptée, et à une trentaine de centimètres de ma bouche. Et là, ça me permet d'avoir pas de dérangement dans le champ. Si jamais la caméra était pleine face, ça ne se verrait pas dans le cadre. C'est clairement la position la plus confortable que moi je trouve personnellement, et en termes de tonalité, ça fournit les meilleurs résultats. Et voilà ce que ça donne en termes de tonalité. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro, ce micro. Voilà ce que ça donne en termes de frappe au clavier quand je prends la parole, donc avec bien évidemment l'expandeur d'ouvert, mais voilà ce que ça donne quand je ferme ma bouche. Voilà ce que ça donne quand je fais des clics de souris et quand je ferme ma bouche. Voilà ce que ça donne avec le clavier et la souris. Et voilà ce que ça donne avec le clavier et la souris quand je prends la parole. Je vous laisserai vous faire votre avis. En tout cas, voilà moi ce que je pourrais faire de mieux dans ces conditions-là pour obtenir la meilleure tonalité, le meilleur rapport son direct, son réfléchi possible, le moins de bruit de clavier et le moins de bruit indésirable possible dans une prise de son avec un micro-canon, dans un scénario orienté jeu vidéo, utilisation de clavier-souris, utilisation d'un PC. Voilà, voilà. Avant de conclure sur le sujet des micro-canons pour du streaming, quelles ont été mes impressions du Synco Mic D2 ? Sur le plan matériel, c'est un microphone bien construit et conçu pour durer. Une durabilité accentuée par l'étui rigide qui l'accompagnera dans son transport. Malheureusement, je ne pourrais pas dire autant de la pince micro ou du câble fourni, qui vous lâcheront probablement en cours de route. Techniquement parlant, le D2 remplit son cahier des charges avec une sonorité plutôt neutre, légèrement biaisée dans le haut médium pour accentuer l'intelligibilité, et une forte directivité à hauteur de ce que son gabarit peut permettre, sans être révolutionnaire. Je trouve cependant dommage que Synco ait fait le choix de copier trait pour trait la proposition du MKH416 sans y ajouter ne serait-ce qu'un filtre coupe-bas commutable. En termes de sonorité et d'impression personnelle, je trouve la tonalité de ce micro agréable, quoique un peu lacunaire dans le bas du spectre. C'est un parti pris pour réduire les risques de bousiller la prise de son à la moindre vibration, mais qui fait perdre du corps à une prise fondamentalement distante et donc dénuée d'effets de proximité. Si vous voulez du son gras tout en gardant vos distances, c'est vers un Rode NTG qu'il faudra vous tourner. Comme vous aurez pu le constater dans les tests précédents, il est clair et net qu'un micro-canon est plus adapté à une prise de son distante qu'un micro dynamique ou statique conventionnel. Logique, c'est ce pourquoi ils ont été faits. Pour autant, ce n'est pas une solution miracle, comme certains pourraient le supposer ou l'espérer. En vérité, il n'en existe pas. S'il y a une chose qu'on ne peut pas changer, c'est bien les lois de la physique. Et il n'est pas possible de faire une isolation parfaite d'une source sonore si elle est entourée d'autres éléments dans un même espace. Particulièrement s'il est acoustiquement imparfait. Si vous êtes un adepte des claviers mécaniques clicky, que votre ordinateur fait le bruit d'une motrice de TGV réseau ou que vous jouez dans une cathédrale, il faudra donc vous tourner vers une solution plus directive, telle qu'un micro dynamique tenu proche de la bouche ou un micro-casque. En revanche, si vous êtes dans un environnement acoustique et sonore un tant soit peu maîtrisé, la solution d'un micro-canon peut être une option intéressante. Si vos directs portent plus sur le dialogue avec vos spectateurs que du jeu vidéo, si vous interagissez peu avec votre ordinateur ou si vous réalisez des diffusions de création artistique et qu'un micro conventionnel est contraignant, c'est une option à considérer. Au prix d'une tonalité moins proche et chaleureuse et d'une plus grande présence des bruits environnants, vous pourrez vous débarrasser du micro dans le champ. Et pour les camarades vidéastes qui auraient fait le choix têtu de regarder cette vidéo malgré son orientation plus streaming, le constat est le même. Si vous tournez vos vidéos dans un environnement potable et sans bruit intolérable, un micro-canon est une excellente option. Il faudra juste, comme pour les streamers, adapter vos exigences de sonorité en conséquence. Dans ces deux scénarios, le Synco Mic D2 est un micro bien construit, discret, directif, abordable et qualitatif que je n'ai pas d'hésitation à vous recommander. Ce n'est pas l'option la plus simple de par la connectique XLR, mais c'en est une d'excellente qualité pour moins de 300 €. Si vous recherchez une solution USB Plug and Play au prix d'une directivité réduite, tournez-vous vers les propositions de Rode que vous retrouverez également en description. Voilà, c'est tout pour cette hybride vidéo de présentation du Synco Mic D2, étude de cas sur l'utilisation des micro-canons pour du streaming. J'espère que celle-ci vous aura plu et je serais curieux d'avoir vos retours sur cette formule mi-éducative, mi-présentation. Si vous l'avez aimé, eh bien je vous invite à l'aimer et à la partager. Vous retrouverez bien évidemment des liens d'achat affiliés en description
et la page produit pour acheter et vous informer sur le Cinco Make des deux. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez continuer à être informé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les domaines audio comme visuel, c'est dans le nom, à me suivre sur ces réseaux sociaux, si jamais vous avez de quelconques questions à m'en faire part en commentaire, et il me reste plus qu'à vous remercier, et à remercier Cinco pour leur patience et leur soutien qui a permis de réaliser cette vidéo, et à vous dire à bientôt pour un prochain stream ou de prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.